Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mondialisation encore une fois. On va parler des effets irrévocables de cette tendance à tout exploiter, incluant les gens. La solution de remplacement présentée sur ma chaîne à propos de la mondialisation, entre autres dans les alternatives à la mondialisation, ou quand on parle de l'IPR plutôt que du PIB, sont une réaction aux immenses dommages causés par la globalisation économique au cours des 5 derniers siècles, à mesure que l'on est passé du colonialisme à l'impérialisme puis aux modèles post-coloniaux de développement économique axés sur les exportations. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les forces qui ont entraîné la globalisation de l'économie ont été quelques centaines de transnationales et de grandes banques internationales qui ont tissé des réseaux de plus en plus serrés de production, de consommation, de finances, puis de culture, faisant fi des frontières nationales. En fait, la plus grande partie de ce que nous mangeons, buvons, portons, conduisons et utilisons pour notre divertissement est maintenant produite par des transnationales. Ces grandes sociétés commerciales ont reçu l'aide des bureaucraties internationales qui sont apparues au cours des 50 dernières années. Et il en a résulté une concentration du pouvoir économique et politique qui doit de moins en moins rendre des comptes au gouvernement, aux gens ou à la planète, et qui mine la démocratie, sape l'équité et menace la viabilité de l'environnement. Ces défenseurs aiment présenter la globalisation économique comme un processus inévitable, se déroulant sur une longue période, et résultant de forces économiques et technologiques qui ont tout bonnement évolué au fil des siècles pour atteindre la forme actuelle. Ils décrivent ces forces comme si elles étaient quasiment incontrôlables, comme si c'était des forces de la nature. Ils affirment qu'il est parfaitement utopique que de croire que les choses pourraient se passer autrement. Accepter ce caractère inéluctable, comme ont tendance à le faire la plupart des gouvernements, des experts, et des grands médias évidemment, signifierait que toute résistance est impossible. Mais comme l'ont démontré des millions de personnes qui ont défilé dans les rues de Seattle, Québec, Porto Alegre, Cancun, comme à Genève aussi, puis plusieurs autres capitales européennes, puis en Inde, puis au Japon, puis au Brésil, puis au Mexique, puis aux Philippines, puis en Nouvelle-Zélande, puis en Argentine, au Royaume-Uni, en Tunisie, en Égypte, en Espagne, c'est partout là. Il est maintenant évident qu'une telle passivité a plus rapport. Il est vrai que le commerce international puis des concepts comme le libre-échange existent depuis des siècles sous différentes formes. Puis bien que les versions antérieures aient été différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui, en ce qui a trait à leur étendue, leur vitesse et leur forme même, les conséquences sur le plan social et environnemental ont toujours été semblables. La globalisation telle que se présente de nos jours n'est pas l'expression d'une évolution. Elle a été conçue et créée par des êtres humains qui avaient en tête un objectif bien précis. Accorder la primauté aux valeurs économiques, c'est-à-dire à celles de la grande entreprise. Puis ça, par-dessus toutes les autres valeurs, puis promouvoir avec la plus grande vigueur la mise en place, puis la codification de ces valeurs-là à l'échelle de la planète. En fait, la globalisation telle que nous la connaissons aujourd'hui est née à une date puis à un endroit bien précis. Ça s'est passé à Bretton Woods, au New Hampshire, en juillet 1944. C'est à ce moment-là que les figures dirigeantes, les plus en vue du monde des affaires, des économistes, des hommes politiques, des banquiers, se sont réunis pour trouver les moyens d'atténuer les effets dévastateurs de la Seconde Guerre mondiale puis de prévenir une autre grande crise économique là, comme la Grande Dépression des années 1930.
Ensemble, ils décidèrent que le monde avait besoin d'un système économique nouveau, centralisé, puis planétaire, afin de promouvoir le développement économique mondial. Voilà, affirma-t-il, ce qui empêchera d'autres guerres d'éclater et permettra de réduire la pauvreté puis d'aider à reconstruire le monde. Comme vous pouvez le constater, il n'y avait pas plus faux. Les participants à la conférence de Bretton Woods se percevaient comme des altruistes, bien qu'un grand nombre d'entre eux eussent d'importants intérêts financiers à faire valoir dans ces vastes projets. Ils décidèrent que l'instrument idéal pour faire tenir ensemble toutes les pièces du casse-tête serait la transnationale, soutenue par de nouvelles institutions puis de nouvelles règles de libre-échange. La conférence de Bretton Woods donna ainsi naissance à la Banque mondiale, qui est à l'origine s'appelait en fait la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la BIRD, et le Fonds monétaire international, le FMI. Plus tard sont apparus les accords du GATT, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, qui ont engendré par la suite l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Puis, parmi les autres expressions du modèle se retrouve aussi l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, l'Union européenne, issu du traité de Maastricht, puis le projet d'accord sur la zone de libre-échange des Amériques, le ZLEA. Maintenant, les lois d'intérêt public perçues comme des obstacles au libre-échange. Un des principaux objectifs des institutions nées des accords de Bretton Woods consiste à faire sauter des obstacles, y compris les lois et les règlements d'intérêt public, susceptibles de restreindre l'accès des grandes entreprises au marché, à la main-d'œuvre et aux ressources. Puis en passant, on est une ressource, nous, c'est ça. Hein? Ressources humaines. Et puis les humains, c'est une ressource. Les tribunaux de l'OMC ont accumulé un dossier impressionnant au chapitre de la contestation des lois et des normes élaborées démocratiquement, notamment sur la protection de l'environnement. La toute première décision rendue par l'OMC s'en prenait au Clean Air Act des États-Unis. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Là. Elle imposait des normes strictes pour réduire la pollution causée par l'essence, puis même le charbon, si je me souviens bien. Cette loi-là, elle a été jugée contraire aux règles sur le commerce de l'OMC, puis elle a dû être édulcorée. D'autres décisions controversées ont ciblé d'autres enjeux aussi, comme le US Marine Mammal Protection Act. C'est la loi sur la protection des mammifères marins. En particulier la clause qui protège les dauphins qui risquent d'être tués par la pêche au thon industrielle. Tu avais aussi les mesures de protection des tortues marines inscrites dans la loi sur les espèces menacées, le US Endangered Species Act. Tu avais la décision de l'Union européenne d'interdire les importations de bœufs états-uniens traités aux hormones. Bien que seuls les gouvernements puissent déposer des plaintes devant l'OMC, c'est presque toujours à l'instigation des transnationales que ceux-ci interviennent. Dans l'un des cas les plus consternants, le gouvernement états-unien a agi au nom de la compagnie Chiquita pour contester la décision de l'Union européenne d'accorder un traitement de faveur à ses anciennes colonies pour l'importation des bananes. Ce processus a aussi un effet secondaire qui donne froid dans le dos. Par exemple, le gouvernement du Guatemala a dû révoquer une loi sur la santé publique qui interdisait aux firmes qui vendaient du lait maternisé pour nourrissons, notamment Gerber ou Gerber, de prétendre dans leur publicité que leurs produits étaient meilleurs pour la santé que le lait maternel. De son côté, le Canada a dû annuler son embargo sur l'importation du MMT, un additif pour l'essence qui peut endommager le système nerveux. Dans les deux cas, on a agi sous la menace de poursuites auprès des instances chargées de réglementer le commerce. Dans le cas de Gerber, les États-Unis ont menacé d'intenter des poursuites auprès de l'OMC. Dans le second cas, Intel Corporation a menacé de poursuivre le Canada en invoquant la cause de l'ALENA concernant les relations entre les investisseurs et les États.
une clause qui risque de faire partie de l'accord d'Uzléa, laquelle permet aux entreprises de poursuivre des gouvernements souverains, non pas devant les cours de ces pays, mais devant des tribunaux internationaux. Ce qui constitue une première, là. Devinez qui contrôle ces beaux tribunaux internationaux-là. Les représentants des îles prétendaient que le geste posé par le Canada équivalait à une expropriation illégale par-dessus le marché, parce que la loi sur la sécurité environnementale réduisait la possibilité pour la société de faire des profits dans le futur. Une poursuite semblable a été déposée contre le gouvernement des États-Unis par suite de l'interdiction par l'État de la Californie du MTBE, un autre additif dangereux. Le résultat net est que tout ce processus incite le pays à abaisser leurs normes sur l'environnement, le travail ou la santé. Il s'agit d'une sorte de déréglementation croisée, entre guillemets. Une façon pour les grandes entreprises d'amener leur propre gouvernement à faire sauter des lois dans d'autres pays, tout comme elles exercent des pressions pour qu'on déréglemente dans le pays même. Les défenseurs de ce système-là aiment appeler cela du libre-échange. Mais ce qu'ils veulent dire en réalité, c'est qu'ils souhaitent que les transnationales puissent agir en toute liberté, mais que soit supprimé pour la communauté ou les autres pays droit de réglementer ou de préserver que quelque autre pays des valeurs fondamentales comme l'environnement, la santé, la culture, l'emploi, la souveraineté nationale et la démocratie.